Ce qui est super intéressant sur Minecraft, c'est qu'il existe plein de manières de jouer. C'est vrai, nos ressources et nos possibilités sont presque illimitées, nous permettant tout autant de vivre des aventures souterraines mystérieuses que d'explorer de vastes étendues de biomes et de dimensions. Le jeu offre une panoplie de choix. Au final, une multitude de disciplines se sont développées, chacune avec sa propre communauté et popularité, et justement, certains joueurs ont fait leur choix. Celui de réaliser le désir profond de voler, de tout contempler depuis les hauteurs du ciel, mais par conséquent, le choix de risquer la mort à tout moment. Imaginez-vous, abandonné sur une île minuscule, suspendu dans les nuages, avec rien d'autre que vos compétences pour survivre, où chaque ressource compte et chaque décision peut signifier la survie ou la mort. Eh bien sachez que ça existe, et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Bienvenue dans le monde extraordinaire du Skyblock. Bon, mais déjà, qu'est-ce que c'est le Skyblock et d'où ça vient? Perso, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec cet extrait. Viens Marguerite. Elle est en train de zooker. Mars 2017, deux streamers, Mecho et Never Say Yes pour ne pas les citer, en train de s'amuser sur ce mode de jeu, sur une petite île de 7 ou 8 blocs de longueur dans les airs, à farmer des ressources. Mais en réalité, pour comprendre l'origine du Skyblock, il faut faire un bond dans le temps, de près de 12 ans, le 4 septembre 2011, du côté de Noob Crew, avec une map et la sortie d'un serveur, alors qu'on était encore à la bêta du jeu. Un concept des plus anciens, donc. C'est vrai que réalistiquement, si on se pose, quand on se demande quels seraient les modes de jeu les plus anciens de Minecraft, ceux qui ont été introduits au tout début du développement du jeu, volontairement ou involontairement par les circonstances de nos premières expériences, et qui ont contribué à façonner les usages, on parle peut-être de construire, de se taper dessus, de faire des équipes, ou peut-être de la survie, mais pourquoi vouloir absolument une survie dans les airs? C'est comme si, avant de commencer à jouer normalement dans l'univers des terres à explorer, des océans à conquérir, certains avaient déjà besoin de plus de hauteur. L'objectif final du Skyblock pourtant n'a rien de très innovant, finir Minecraft en tuant le boss du jeu, l'Ender Dragon. Pour ça, l'équipement de départ à disposition est un arbre et un coffre avec quelques graines pour faire du pain, un seau d'eau et un seau de lave, mais il existe plusieurs autres îles tout autour, comportant différentes ressources comme du sable, du gravier et des minerais nécessaires pour aller dans les autres dimensions. En somme, un mode de jeu plutôt basique, qui apporte une nouvelle vision de Minecraft. Quelques serveurs le proposent au début, mais entre nous, au départ, ce mode est assez anodin et ne représente rien de fou comparé aux grands Hunger Games UHC qu'on peut trouver sur les serveurs mini-jeux de l'époque. Ce n'est que le 11 juin 2019 que les choses vont changer avec l'ajout du mode de jeu Skyblock sur Hypixel. Une version modifiée avec des ajouts de toutes sortes, toujours sans aucun mode, mais avec un pack de textures unique au Skyblock. Des ajouts comme les minions, disponibles pour toutes les ressources du jeu et qui peuvent farmer indéfiniment sans que le joueur soit présent, ou encore des minerais comme le mithril, débloquable à partir d'un certain niveau sur le métier minage, un gigantesque hub, des douzaines de zones pour les champs et les animaux, mais aussi les cavernes comme la dernière en date, Dwarven Mines, littéralement les mines qui abritent le mithril cité précédemment. C'est une approche du Skyblock plus moderne, style MMORPG avec plein de quêtes pour débuter. Dans la pratique, c'est chiant, trop vertigineux? Non, pas du tout. C'est un énorme succès. À sa sortie, le lobby est rempli quasiment H24, le grade VIP devenant obligatoire pour jouer à n'importe quel moment, ce qui va permettre à Hypixel de s'en mettre plein les poches et de battre leur record de connectés, 100 000 en 2020, 200 000 en 2021. L'économie est gérée principalement par les joueurs, les mises à jour sont régulières et le nouveau contenu fait que le mode de jeu fonctionne dans la durée avec plusieurs milliers de joueurs après 4 ans. Aujourd'hui en 2023 sur Hypixel, c'est le mode de jeu le plus populaire qui représente littéralement plus de 90% des joueurs. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de ce Skyblock, car il existe une facette du mode de jeu tout à fait différente. Bon, le Skyblock détente en mode full farm, c'est cool. Mais une nouvelle épopée se dessine, au-delà d'une exploration sereine des îles. À présent, nous embrassons l'audace d'un Skyblock plus compétitif, où l'atmosphère tranquille cède la place à une tension électrisante. Les défis, vous les avez sûrement vus passer à coup de survivre 100 jours en Skyblock, 100 jours en hardcore, pour certains ça montait à 200, 500, 1000 jours de survie, un jour Minecraft représentant 20 minutes. Ça donne des gros films de 2-3 heures et avec ça, vous avez largement le temps de raconter une histoire. J'aurais pu littéralement en faire sur cette chaîne en soi, tellement ça peut être riche et chaque partie ne se déroule jamais de la même manière. Bref, du cinéma. C'est pour ça qu'un MrBeast tapait déjà des dizaines de millions de vues il y a 3 ans grâce au Skyblock sur Minecraft. On a envie de savoir ce qui va se passer au bout du compte, comment va ressembler l'île de départ à l'arrivée, est-ce qu'elle sera encore reconnaissable ou complètement enfouie sous les tonnes de fermes automatiques à villageois. Si vous êtes en hardcore, mourir signifie la fin de votre aventure, mais aussi la fin de la chaîne de certains youtubeurs qui ont mis tout leur âme et ont basé leur chaîne sur ce concept. Bon, le Skyblock c'est déjà une expérience de défi à part entière. Il fait développer une gestion astucieuse des ressources, ça montre qu'à partir de rien, on peut accomplir de grandes choses, mais pour certains joueurs, le Skyblock ne représente pas assez de défis. À la base, il y a plus de 300 blocs différents sur Minecraft. Bon, il y en a qui ont décidé de commencer leur aventure sur un seul bloc. Rendez-vous maintenant en 2020 pour le début du One Block.
L'idée est simple, vous débutez cette fois-ci sur un unique bloc indestructible de terre, de pierre ou de n'importe quel matériau, et à partir de là, vous récupérez une nouvelle ressource dès que vous le cassez, transformant un seul support en un monde d'opportunités infini. A noter que plusieurs paliers sont disponibles, améliorant la qualité des ressources générées sur ce même bloc. Et pour y jouer, il y a eu comme d'habitude beaucoup de serveurs. Les premiers en France sont arrivés en même temps que l'essor TikTok, mais il y en a un qui se démarque aujourd'hui, et c'est Hyping. C'est le serveur Minecraft OneBlock numéro 1 en France, ouvert à tous et 100% gratuit. Le but du OneBlock, je l'ai dit, survivre seul ou avec des amis, au milieu du vide avec un seul bloc qui se régénère à l'infini. Mais grâce à un pack de textures 100% customisé, sur Hyping, il y a des interfaces de fou, des mobs qui n'existent pas dans Minecraft, des boss à combattre, plus de 100 nouveaux objets uniques et plus de 30 rangs à débloquer. Que tu sois un tryharder, un farmer ou un builder, Hyping est fait pour toi. Rentre la commande /K2 dans le chat pour obtenir un grade VIP et un kit exclusif, et tout ça gratuitement. Dans cette vidéo, je vous fais gagner 5 grades héros d'une valeur de 600 €. Vous avez juste à commenter la vidéo avec votre pseudo pour participer. Rejoins l'aventure dès maintenant avec l'IP play.hyping.fr. Revenons-en à nos moutons avec le OneBlock. Vous l'aurez compris, si survivre sur une île dans les airs ça faisait cliquer, survivre sur un seul bloc, encore plus. 100 jours, 200 jours, en hardcore, c'est reparti pour envahir le YouTube Minecraft avec des tas de vidéos virales. Mais honnêtement, souvent ça se ressemble un peu, puisqu'avec les blocs récupérés au final, vous pouvez vous créer une plateforme, récupérer de quoi planter un arbre, avoir des animaux et vous repartez un peu du même point qu'en Skyblock. À la différence que vous n'avez pas les îles à côté de vous pour vous faciliter la tâche. Mais au final, les ressources viennent directement à vous avec les différentes phases du OneBlock. Là où ça devient plus palpitant, c'est en duo. Même principe que le challenge OneBlock classique, mais à deux. 2 fois plus de main d'œuvre, mais ce qui signifie aussi 2 fois moins de ressources. Il faut donc s'adapter et trouver de nouvelles stratégies pour avancer, par exemple dupliquer une source d'eau avec de la bonne mille et des algues, pour au final en avoir chacun de son côté. Mais après, c'est globalement la même chose. Au bout d'un moment, vous débloquez les villageois qui vous donnent accès à de meilleurs échanges, puis vous avez de l'opsie pour aller dans le Nether, et après beaucoup de blocs cassés, vous accédez au portail de l'End, vous tuez le dragon et vous terminez en construisant la meilleure base possible. Le jeu peut devenir un peu plus pimenté avec cette fois-ci un mode, le Lucky Block. Pour ceux qui connaissent pas, ça ajoute un bloc d'apparence jaune avec un point d'interrogation et en le minant, vous pouvez tout aussi bien recevoir des blocs de diamant qu'un effet de nausée ou une TNT qui vous explose dessus. En hardcore, ça fait que pour ne pas terminer son aventure dès le début, il faut avoir de la chance. Beaucoup de chance, mais à nouveau, une fois que la RNG du début est passée, tout est comme avant et ne demande pas vraiment de faire preuve d'innovation. Ça change, mais ça rend pas le tout plus difficile. Et puis, c'est tellement fait que ça rend le tout redondant. Jusque-là, le gain des ressources était globalement assisté. Et au final, une fois en avoir récupéré suffisamment, le jeu ressemble fortement à celui du Skyblock. Mais un vrai défi, c'est de terminer le jeu sur un réel bloc. Vous devrez toujours farmer de l'équipement, aller dans le Nether, dans l'End, pour tuer l'Ender Dragon et valider votre défi. Problème, si on casse ce seul et unique bloc bien mignon, il disparaît et vous tombez dans le néant. Comme dans Minecraft normal, en vanilla. C'est un défi qui demande une maîtrise et une gestion comme on ne l'avait jamais fait auparavant, et ça paraît tout de suite un peu moins évident. Alors, impossible? C'est le défi ultime qu'a voulu relever ce joueur du pseudo de Pinou. Les règles, obligation de jouer avec la difficulté difficile, il n'y a évidemment aucun bloc que ce soit dans l'Overworld ou dans le Nether, les structures ont disparu à l'exception du Stronghold. Évidemment, la première étape, c'est d'avoir quelque chose d'autre qu'un seul bloc avec soi. Et pour ça, Pinou a une stratégie, attendre qu'il fasse nuit pour faire apparaître des mobs, et en particulier un zombie avec une pelle. Sauf que pour ça, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'apparition des mobs sur Minecraft. Ils peuvent être scindés en 4 groupes, les mobs passifs qui correspondent globalement à tous les animaux, les hostiles comme les creepers, les squelettes, etc., les aquatiques comme les poulpes, et les ambiants genre les chauves-souris. Si c'est une créature hostile, et c'est ce qui nous intéresse, le niveau de lumière ne doit pas être supérieur à 0. Donc en gros, il doit faire nuit, le moment de la pleine lune maximisant les probabilités d'apparition des zombies avec une pelle. Aussi, la difficulté du jeu ne doit pas être paisible, mais là c'est parfait puisque dans ce challenge, elle est réglée sur difficile. Autre élément, il ne doit pas y avoir de joueurs dans une sphère de 24 blocs centrés sur le bloc d'apparition, donc ça veut dire qu'il va falloir s'éloigner de ce seul et unique bloc. Bref, à moins d'avoir des super pouvoirs et de voler, il va falloir sauter dans le vide. Pinou savait qu'il allait devoir mourir, réapparaître, et c'est pas dramatique, on n'est pas en hardcore de toute manière, ce qui rendrait le challenge impossible. Enfin pour l'instant, peut-être qu'un jour un fou réussira à contourner ce problème et trouvera une autre stratégie, mais là pour le coup dans ce challenge, des blocs d'apparition, il y en a qu'un seul. Évidemment un mob ne peut pas apparaître dans le vide, le truc c'est que les mobs hostiles disparaissent aussitôt s'ils sont au-delà d'une sphère de 128 blocs centrée sur le joueur. Je résume, il faut s'éloigner de 24 blocs au moins, mais pas trop parce qu'au bout de 128, le potentiel zombie
disparaît. Et ça constitue un réel problème, car en mourant dans le vide, Pinou descend à la couche moins 278, soit à une distance de 210 blocs. En bref, si le zombie avait spawn sur le bloc, bah il aurait déjà despawn avant que Pinou ne meure dans le vide. Ça veut dire qu'il doit d'abord sauter comme un golemon pendant 20 minutes sur son bloc, le temps de perdre de la barre de nourriture, avoir faim et commencer à prendre des dégâts. Il descend à 2 corps environ, ça va permettre d'accélérer sa mort et donc de ne pas avoir à descendre aussi bas en hauteur. Chacun des groupes de mobs que je vous ai détaillés tout à l'heure apparaissent selon des cycles d'apparition spécifiques. Et sans rentrer dans les détails, le premier mob à avoir spawn a pris près de 200 essais, soit 18 minutes fois 20 minutes pour faire descendre sa vie, soit un total d'environ 6 heures. Mais si on prend en compte la probabilité que le mob qui spawn soit un zombie dans le biome taïga, que ce dernier tienne un objet, que cet objet soit une pelle en fer, que le zombie veuille bien jeter sa pelle en fer à sa mort, on monterait à près de 352 jours de farm. Et encore, rien ne garantit que la pelle ait une bonne durabilité pour faire assez de blocs de neige. Voici pourquoi Pinou décide d'utiliser des sauvegardes. Pinou relance donc le monde plusieurs fois en repartant du moment où il est prêt à tomber dans le vide avec seulement 2 cœurs. En tout, ça lui a pris plus de 2450 essais pour qu'un zombie avec une pelle apparaisse. Et le fait de mourir permet de bénéficier de la protection des dégâts, ce qui donne juste le temps de pousser le zombie sur le coin du bloc et de se positionner sur le coin opposé. La distance entre eux deux étant désormais de racine carrée de 2 blocs, le zombie ne peut plus le toucher. Autre problème, Pinou ne peut pas taper le zombie sans le tuer, sinon il tomberait dans le vide. Il doit donc attendre le jour pour qu'il prenne des dégâts de feu grâce à la lumière du soleil et compter 19 fois pour s'assurer de ne mettre que le dernier coup. Il lui faudra 336 essais depuis le spawn du zombie pour avoir une pelle avec une durabilité de 130. Bon, la pelle est récupérée, mais pourquoi faire déjà? Eh bien pour récupérer de la neige. C'est pourquoi une autre condition est nécessaire pour réussir ce défi, c'est de paramétrer la map et le spawn dans un biome taïga enneigé, une variante froide des forêts et dans lequel il neige. Il va attendre que cela se produise et que de la neige se dépose sur son bloc pour la récupérer. 4 boules de neige égale 1 bloc de neige. Bon, il faut faire attention de ne pas laisser son clic trop longtemps car aussi bien le premier bloc en dessous de la neige étant constitué de terre que les autres blocs de neige se cassent très rapidement avec une pelle. Mais vous l'aurez compris, Pinou répète cette opération à de multiples reprises pour se faire un pont. Évidemment, plus il y a de blocs posés, plus la surface potentielle sur laquelle peut tomber de la neige est grande, ce qui accélère le processus. Et quant à faire, autant rallonger le pont d'une longueur d'au moins 24 blocs pour que des mobs puissent commencer à apparaître, afin d'espérer récupérer leurs ressources. Après 130 boules de neige récupérées, soit 32 blocs de neige et 2 boules restantes, la pelle s'est officiellement cassée, ce qui signifie qu'il faut à nouveau attendre la nuit pour tuer un zombie avec une pelle en fer. Cette fois-ci, l'opération devrait s'avérer un petit peu moins fastidieuse au vu de la surface de spawn potentielle, enfin quoique, puisque le pont ne faisant qu'un bloc de large, impossible d'esquiver les flèches des squelettes, et dès que Pinou essaye de taper les mobs, la propulsion les emmène directement dans le vide. Après beaucoup de patience, c'est bon, il récupère une pelle en fer de 144 de durabilité. À partir de là, il peut créer une petite plateforme et une protection consacrée aux farms de mobs. L'île s'agrandit et il y a même les premiers mobs passifs qui sont apparus la journée, comme des loups dont un qu'il va réussir à dompter, mais aussi une vache grâce au seul bloc de terre de départ. Et concernant les mobs hostiles, on sent la difficulté difficile qui en fait spawn absolument partout. Un peu plus tard, Pinou fait même la découverte d'un renard arctique qui peut spawn dans ce biome. Et c'est pas juste parce que l'animal est mignon que je vous parle de ça. Nous sur cette chaîne on préfère les pingouins, mais pour ce challenge, les renards ont un intérêt tout particulier car il y a une chance de 20% qu'ils apparaissent en ayant un objet dans leur gueule. Et 5% de chance que cet objet soit de l'émeraude. Et ça tombe bien car c'est justement l'objet parfait pour échanger avec les villageois, et en particulier un qui apparaît dans les villages mais aussi partout dans le monde, le marchand ambulant. Un peu de patience et les premiers marchands avec leurs lamas sont là. Malheureusement rien d'intéressant dans les échanges, car ce qui est particulièrement utile avec le marchand ambulant dans le cadre de ce challenge, c'est l'échange contre un bloc de mousse, mais aussi de terre racineuse et de pousses d'arbres. Et oui, avec de la neige, on ne peut pas tout faire. Ici, Pinou pose son bloc de terre et sa pousse de chêne noir, vous savez, l'arbre dans les Roof Forest. Bref, il spamme la bonne mille craftée avec tous les os récupérés, mais malheureusement, il s'avère qu'il faut avoir 4 pouces en tout pour pouvoir faire grandir un chêne noir. C'est reparti pour attendre des heures et des heures avant d'avoir un marchand intéressant. Finalement, il en trouve un qui propose des propagules de palétuvier, des pousses pour faire des arbres de palétuvier, mais finalement, il opte pour son premier choix qui sont les blocs de mousse. Il les échange contre 5 émeraudes préalablement farmées, et voilà qu'il obtient 10 blocs de mousse qu'il pose directement. Il met de la bonne mille pour faire apparaître des pousses d'arbres d'azalée, obtenir le premier arbre et avoir enfin accès à du bois. Et c'est parti pour en farmer un maximum. Mais surtout, c'est le moment de multiplier les blocs d'herbe classiques, car ce sont uniquement sur ces blocs que peuvent apparaître la plupart des animaux. Pour ça, Pinou pose un bloc par-dessus un bloc de terre racineuse d'un de ses arbres pour le transformer en bloc de terre normal, puis il le place à côté de son seul et unique bloc d'herbe pour se propager, celui du début. Bref, il continue à farmer des centaines d'arbres pour créer une ferme de mobs beaucoup plus grande et de ne pas avoir à attendre ce long processus de zombies avec une pelle qui apparaît, que la neige tombe pour la récupérer. Là, le bois est une réelle source de blocs qu'il peut multiplier en faisant des dalles. L'objectif, récupérer des outils des mobs, mais aussi du fer porté par les zombies et ainsi pouvoir fabriquer un chaudron. Car oui, une prochaine
étape à franchir, c'est le Nether, nécessaire pour obtenir des Blaze Rods et des Ender Pearls pour fabriquer les yeux de l'End, et pour ça, il faut d'abord trouver les ressources pour fabriquer les 10 blocs d'obsidienne nécessaires, avec de la lave et de l'eau. Bref, il construit une chambre de mise à mort en bois, en prenant soin de limiter les apparitions d'autres mobs que des zombies pour maximiser ses chances, avec des trappes au sol, les araignées par exemple ayant besoin d'une zone de 3 blocs de côté pour apparaître. Une fois que tout est bien sécurisé et qu'un de ces doubles coffres soit rempli d'épées en bois, le farm peut commencer. Après des dizaines d'épées en bois cassées, 11 lingots de fer récoltés, Pinou peut enfin fabriquer un chaudron et un seau. Problème, dans le biome taïga, il ne pleut pas, il neige. Il doit donc se déplacer suffisamment pour poser le chaudron à la bordure du biome d'à côté. Il attend que la pluie remplisse un chaudron, mais c'est long. Déjà, il faut attendre qu'il pleuve, mais en plus que le chaudron soit entièrement rempli, les 3 paliers de remplissage étant nécessaires pour faire garnir le seau. Au final, il retourne farmer du fer pour fabriquer un deuxième et troisième chaudron afin d'accélérer le processus. Aussi, avec suffisamment de fils récupérés sur les araignées, il peut enfin crafter de la laine pour faire un lit afin de définir son spawn et dormir pour passer la nuit. Et là, c'est le moment où il commence à se détendre, à commencer à construire sa maison et faire spawn ses premiers poulets. Après quelques pluies d'attente, Pinou peut remplir d'eau des bouteilles vides récupérées sur des sorcières depuis les chaudrons pour tout centraliser sur un seul et unique chaudron et enfin avoir un seau d'eau. Dites-vous que là, au moment du challenge, on est déjà à plus de 365 jours d'aventure Minecraft et ça sans avoir compté le temps pris par les étapes de sauvegarde. Et puisqu'on peut directement obtenir des bouteilles d'eau depuis de l'eau posée sur le sol, et ce de manière infinie, il remplit à nouveau les chaudrons et récupère un nouveau seau d'eau pour faire une source d'eau infinie. Bon, désormais le prochain objectif pour aller dans le Nether, c'est de trouver de la lave. Et il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir une réelle source de lave déjà disponible dans le monde. Il n'existe pas des bouteilles de lave comme pour l'eau, et encore moins de la pluie qui en donne. C'est pourquoi Pinou va désormais partir à la quête de la seule structure de la map, le Stronghold. Pour ça, il farme d'abord 5 stacks de bûches pour avoir suffisamment de dalles, et commence des ponts pour le trouver. Après suffisamment d'exploration, il trouve le portail à 4 minutes environ à pied de sa base, et remplit son seau de lave. Mais avant de faire le portail du Nether, Pinou décide de créer un générateur de pierre à l'aide de plusieurs sources d'eau, et pour accélérer le processus, il ajoute de la redstone et un piston qui lui permettent de laisser son clic gauche activé et de farmer un maximum de blocs. De là, il peut créer des fours, récupérer du charbon de bois et ainsi faire des torches pour empêcher les mobs de spawn dans sa base. Mais surtout, avec l'armure en or récupérée, il peut la faire cuire et récupérer des pépites d'or qui deviendront des lingots utiles dans le Nether, et aussi pour fabriquer un autre objet qu'on va voir un petit peu plus tard. Une fois avoir bien étendu la plateforme de terre, des vaches ont commencé à apparaître pour avoir une meilleure source de nourriture, et désormais, c'est le moment d'aller dans le Nether. Pour ça, il faut d'abord répéter l'opération du seau de lave depuis le Stronghold. Pinou utilise donc 2 seaux vides pour se faciliter la tâche et limiter les allers-retours. Après avoir construit une belle entrée pour le portail, le moulage commence en plaçant les 10 blocs d'obsidienne. Problème, une question demeure toujours, comment allumer le portail? Et oui, aucun gravier n'a été trouvé pour se faire du silex et un potentiel briquet. De fait, Pinou s'y prend de manière bourrine en faisant brûler des feuilles protégées par des panneaux juste devant un seau de lave. Un peu d'attente et c'est bon, le portail du Nether est allumé. Pinou rentre dedans, il se retrouve dans le Nether, qui est, je vous le rappelle, lui aussi constitué exclusivement de vide. Il faut donc ramener des tonnes de blocs, d'où l'intérêt de sa ferme à pierre. Le truc, c'est que je vous rappelle qu'aucune structure sauf le Stronghold n'est présente, et ça s'applique évidemment aussi au Nether. Il faut donc trouver un moyen d'échanger avec les piglins, et donc dans un premier temps, de les faire apparaître. Et pour optimiser leur apparition, Pinou a besoin de descendre à la couche 0 dans l'axe Y, sa coordonnée actuelle étant de 69. Ce qui est aussi un problème puisqu'il n'y a pas de bloc à miner en dessous de sa position, il ne peut pas non plus utiliser une source d'eau car il est dans le Nether. Bref, Pinou a comme d'habitude la solution, et décide finalement d'utiliser un système de trappe pour poser des blocs petit à petit. Une fois en bas, il faut quand même trouver une astuce pour obtenir plus d'or nécessaires aux échanges, les quelques équipements obtenus dans l'Overworld n'étant clairement pas suffisants. Et rien de mieux que des zombies pigmen qui contiennent des objets et des pépites en or. Ce sont des mobs du Nether passifs en temps normal, mais qui deviennent tous agressifs du moment que l'un d'entre eux a été frappé par un joueur. Bref, Pinou set-up une nouvelle ferme basée sur une plateforme consacrée à l'apparition des zombies pigmen, puis met en place de hauts escaliers sur lesquels ils vont monter, puis desquels ils vont sauter après avoir pris l'aggro sur Pinou, le chemin direct étant bloqué par des dalles. Et pour rendre le tout plus simple et sécurisé, il piège un des pigmen dans un bateau qui ne pourra donc plus bouger et sur lequel il n'a que besoin de jeter une boule de neige pour activer l'aggro. Et ça marche très bien. En tout, 72 blocs d'or par heure peuvent être fabriqués, soit près de 600 lingots. Avec tout ça, Pinou piège les piglins dans plein de bateaux pour commencer les échanges. 3 heures de farm d'or plus tard, des échanges avec les piglins dans le Nether, il obtient un peu de fer et des livres. Il profite du fer récupéré pour fabriquer des entonnoirs. De là, la tentation est trop forte, Pinou se met à concevoir une nouvelle ferme de hoglins cette fois-ci, qui apparaissent naturellement dans le biome Christmas Forest pour avoir un maximum de nourriture. En parallèle, dans l'Overworld, Pinou crée une plateforme, attend qu'un marchand apparaisse pour échanger des émeraudes contre une pousse de bois de chêne et enfin obtenir des pommes, des arbres d'azalée n'en fournissant pas. Et bon, maintenant qu'il a des tonnes d'or, autant les utiliser pour en faire des pommes en or.
Et bon, au-delà du fait que c'est cool pour régénérer sa vie, pourquoi s'emmerder autant pour un simple objet? Dans les nouvelles versions, la saturation est quand même largement suffisante pour survivre, surtout que le challenge ne se déroule pas en hardcore. Pour avoir la réponse, il faut passer à la dernière étape avant l'end, avoir des villageois. Pour en faire apparaître, en temps normal, il faut qu'une potion de faiblesse soit lancée sur un zombie villageois qui apparaît naturellement la nuit, puis faire un clic droit avec une pomme en or. Et ça tombe bien, Pinou en a farmé des pommes en or. Mais des potions de faiblesse, ça paraît plus compliqué, sachant qu'il n'a pas encore farmé de Blaze Rod pour l'alambic, et surtout, comment voulez-vous qu'il obtienne des verrues du Nether sans forteresse? Et donc, la stratégie que Pinou va adopter, c'est d'utiliser une sorcière qui devrait arriver juste en face d'un zombie pour lancer sa potion. Cette dernière a 25% de chance d'être de faiblesse et non de poison lorsqu'elle aggro Pinou. Il retourne dans sa ferme de mobs pour isoler une sorcière, puis un zombie villageois. Après la potion lancée et la pomme en or donnée, plus qu'à ramener le zombie et à attendre. C'est bon, le premier villageois est là. Et après beaucoup de galères, il en ramène un deuxième, condition nécessaire pour atteindre son objectif, de faire un réel élevage de villageois. À partir de là, Pinou va vraiment améliorer son équipement en faisant reproduire les villageois dans une ferme de carottes entourée de lits, puis en créant une ferme à fer à l'aide d'un golem apparu en raison de la concentration de ses villageois. Bon, maintenant qu'il est bien équipé, il faut toujours trouver un moyen d'obtenir les yeux de l'Ender pour activer le portail du Stronghold. Pour ça, retour dans le Nether pour faire apparaître des blazes. Après avoir bu une potion de résistance au feu, Pinou crée une plateforme dans ce qu'on appelle la Bounding Box, ou boîte de délimitation en français, qui indique dans quelle zone les mobs d'une forteresse apparaissent. Puisqu'évidemment, dans ce challenge, elles sont invisibles, Pinou utilise un mode pour trouver cet endroit le plus proche. Avec sa ferme, il fait apparaître des blazes, mais aussi des magma cubes. Après avoir récupéré 10 blaze rods et des perles en passant par les piglins, les yeux de l'end sont fabriqués. C'est le moment, Pinou prend des lits, un arc et des flèches, puis complète le portail de l'end de ses yeux. Pinou plonge, et c'est parti pour détruire les tours de l'end, puis commencer à combattre avec le dragon. Après une petite frayeur en étant propulsé dans les airs, Pinou se rattrape au dernier moment avec une Ender Pearl, et cette fois-ci, c'est parti pour utiliser les lits et en terminer. En tout, 596 jours de jeu, et sans prendre en compte tout le temps passé à relancer Minecraft avec les sauvegardes. Aujourd'hui, Pinou est d'ailleurs visiblement toujours sur le challenge, il a même sorti une vidéo récemment célébrant ses 1000 jours passés sur un monde qui, je vous le rappelle, au départ, était constitué d'un seul. Au final, il y a de quoi faire avec le Skyblock. Comme d'hab, vous l'aurez compris, ce que moi je trouve intéressant, ce sont les défis, et le fait de voir le Skyblock se métamorphoser complètement d'une escapade paisible à une aventure compétitive, où seuls les plus habiles et déterminés ont réussi à prospérer, je trouve ça fascinant. Le réel défi One Block était certainement le summum de la simplicité qui a permis, étonnamment, de célébrer la créativité et l'ingéniosité. Et c'est ça qui fait que le Skyblock vit encore aujourd'hui. Qui aurait cru qu'un défi qu'on considérait au départ comme complètement impossible aurait pu être relevé? D'un point de vue purement survie, aujourd'hui ce sont certainement les SMP qui sont la nouvelle hype du moment sur Minecraft. On en voit partout, peut-être que ce sera l'objet d'une future vidéo afin de comprendre pourquoi ça marche autant. Enfin bref, merci d'avoir regardé, je vous souhaite de profiter des fêtes de fin d'année. C'était Mastic, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.